Carnet d'art sur les ondes de Radio Semnose pour une bonne dose de culture pendant ces 26 minutes que nous allons passer ensemble. Retrouver l'âme qui est née lorsque les premières radios pirates ont vu le jour, cette âme qui laisse libre la parole et les pensées, sans compromis, sans langue de bois, l'actualité, les plus grands mots de la société, les coulisses de ce qui vous fait rêver, l'intimité artistique de notre invité, nous vous promettons une petite demi-heure de bonheur. Carnet d'art était dans votre sac, sur vos écrans, il est à présent dans vos haut-parleurs, alors parlons. Il est maintenant temps de vivre la tangente culturelle à la conquête de la curiosité artistique. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the 11 wild janvier, side. début de l'opération Serval au Mali. 20 janvier, réinvestiture de Barack Obama pour son deuxième mandat aux États-Unis. 23 janvier, libération de Florence Cassez au Mexique. 3 février, législative à Cuba. 11 février, le pape Benoît XVI annonce sa renonciation au Vatican. 12 février, essai nucléaire en Corée du Nord. 15 février, chute de météorite en Russie. 27 février, mort de Stéphane Hessel en France. 13 mars, Bergoglio est élu pape au Vatican. 24 mars, Michel Djotodia se proclame président en Centrafrique. 8 avril, mort de Margaret Thatcher au Royaume-Uni. 15 avril, attentat au marathon de Boston aux États-Unis. 18 mai, la loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe est promulguée en France. Le même jour, l'Europe fête sa nuit des musées. 3 juillet, annonce de l'abdication du roi Albert II en Belgique. Le même jour, Mohamed Morsi est renversé par l'armée en Égypte. 6 juillet, anniversaire de mes 24 ans. 12 juillet, un train transportant près de 400 passagers déraille en Italie. 24 juillet, un train déraille à 20h42 faisant 78 victimes en Espagne. 28 juillet, un accident de car fait près de 40 victimes en France. 29 juillet, collision frontale entre 2 trains faisant 1 mort en Suisse romande. 16 août, pluie d'étoiles filantes, pour ceux qui regardent les étoiles. 21 août, 1300 morts gazés en Syrie. 21 septembre, tuerie du centre commercial Westgate au Kenya. 7 octobre, mort de Patrice Chéreau en France. 24 octobre, mort de Lou Reed aux États-Unis. Libération d'otages, assassinat d'otages, nouvelle guerre, épidémie, accident, attentat. L'année est terminée. Elle a bien mérité qu'on lui tire notre révérence. Elle a mérité son repos. Elle mérite maintenant le passé auquel elle appartient. Quant à nous, nous devons nous lever en 2014 avec la lucidité que ce nouveau monde naît sous nos yeux, que nous ne pouvons pas passer à côté de ce nouvel ordre de marche et que la mort d'une génération n'est que l'appel, pour la suivante, à prendre en main la société malade dont elle hérite. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que c'est une belle journée pour sauver des vies. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça pop, je trouve ça rock et je trouve ça rock and pop. Mais même sans musique, Christina D'Agostin nous propose le voyage des coulisses du grand rêve de Carnet d'art. Bonjour Christina. Bonjour Antoine. Ça fait plaisir de te retrouver à cette table. De quoi est-ce que tu vas nous parler ce mois-ci ? Alors ce mois-ci, je vais vous parler de la maison d'édition, comme Arnaud Idelon a déjà pu nous en parler dans notre émission du mois d'octobre dernier. Donc, Carnet d'art édition draine le réseau des rédacteurs ayant été publiés dans les différentes rubriques de Carnet d'art, que ce soit sur le web, dans les feuillets ou d'art et d'ailleurs, ou encore dans le magazine dans sa version papier. Par ce biais, certains de ces jeunes auteurs, qui deviendront sans doute les plumes phares de demain, sont choisis par la maison d'édition car il est important pour eux d'être publiés à compte d'éditeur et non à compte d'auteur, ce qui leur apporte une réelle plus-value et crédibilité dans le monde du livre.
Donc gérer les auteurs, c'est plus exceptionnel. On va en recevoir un dans quelques minutes, mais des fois, certains nous font languir des jours, voire des semaines avant que l'on ne puisse lire le fruit de leur travail. Mais bon, ce sont des génies, donc on va pas trop leur en vouloir pour autant. Qui sait, le prochain Pierre Lemaitre est peut-être parmi nous. Dans l'édition, c'est toujours le même taf, correction, mise en page, relecture, où on met en application à chaque étape ces valeurs qui nous correspondent, rigueur, exigence et savoir-faire. Il faut toujours trouver le bon imprimeur, celui à qui on va confier le bébé, car ces livres, ce sont un peu comme nos enfants, on les attend toujours avec beaucoup d'impatience. Et puis vient le temps de la communication autour de la sortie d'un ouvrage, allant d'articles sur nos propres médias ou dans la presse locale et régionale à la soirée de lancement. Il y en a une qui se profile, mais bon, c'est encore un secret, donc je ne vais pas trop vous en parler pour l'instant. Après, on vend nos ouvrages sur la boutique de Carnet d'Art ou dans nos librairies partenaires. À Aix-les-Bains, on a la librairie Chemin Faisant à la librairie des Danaïdes. À Chambéry, on a la librairie Jean-Jacques Rousseau. À Annecy, la librairie Imaginaire. Et à Lyon, le Bal des Ardents. Ce qui implique à chaque fois une livraison, la gestion du stock et l'envoi des commandes en ligne. Pour l'envoi des commandes en ligne, c'est là que la Poste devient notre meilleur ami car on est très content de voir le postier venir chercher le colis à la maison. On va avoir des prochaines publications qui vont s'inscrire dans la collection Racontée, avec un roman et un recueil de nouvelles. Car oui, chaque été, Carnet d'Art organise un concours de nouvelles sur les thématiques du magazine qui sont ouverts à tous. On découvre ainsi de nouveaux talents et ils sont jugés par un jury de professionnels, des libraires, des professeurs de lettres, des critiques littéraires ou encore des lecteurs passionnés. Donc n'hésitez pas à vous précipiter sur la boutique de Carnet d'Art ou dans notre librairie afin de vous procurer le futur roman Les Sublimes d'Antoine Guillot et Kylian Salomon, ou encore le recueil de nouvelles L'Année, avec pour thème le corps et le temps. Sans oublier notre première parution, le book photo Instant de Julien Chevalier. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Merci, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à toi, Christina. Antonin Artaud nous le disait, nous pouvons en finir avec le jugement de Dieu. Arrêtons toutes ces questions sans prétention, jouons, profitons de la délectation, de l'avis d'éclaireur du professeur Moreau. Bonjour professeur Moreau. Bonjour Antoine. Très heureux de vous retrouver autour de cette table. Nouvelle question ce mois-ci ? J'espère, j'attends. Prêt ? Toujours. La création artistique est-elle toujours politique ? C'est en lien avec l'invité qui suit, d'où la question. J'adore la question. Ça se voit. Alors. La production artistique, la création oui, parce qu'une œuvre d'art a toujours un engagement politique, politique au sens large dans la cité, la société. Si la création et l'acte de création est là pour donner un sens à quelque chose ou pour exprimer quelque chose en tout cas, c'est pas uniquement pour dire que tout va bien, donc que ce soit dans un sens politique, religieux, passer un temps aussi, bien sûr. C'est souvent l'expression c'est même le démarrage de certaines révolutions. On passe par une expression artistique, culturelle, qu'elle soit aussi bien musicale que théâtrale, et ce dans toutes les cultures. Donc oui, je pense que la création est de toute manière un acte politique, un acte engagé en tout cas. Quels sont les domaines dans lesquels on n'a pas quelque chose à dire d'un peu fort, d'un peu violent ? Je crois que c'est la manière la plus douce de crier très très fort. Donc oui, je pense que la création est un acte politique. Après, si la politique est une politique politicienne uniquement, pas forcément, mais la politique c'est parler avec les gens qui nous entourent. C'est essayer de faire le mieux pour notre commune, c'est le sens original de la politique, oui. Donc de la vie en société. De la vie en société. Donc un acte de création politique, un acte de création n'est-il pas forcément politique pour donner une meilleure vision ou au moins essayer de tenter d'améliorer le ressenti de ce qui nous entoure. Oui, donc c'est un acte politique, franchement. Tu t'en sors pas trop mal ce mois-ci. Bon, pour le moment, ça va. Merci. On écoute une petite lecture. Avec plaisir. Le misanthrope. Ça va bien avec ton numéro du jour. Merci. De mes transports, puis-je être ici le maître ? Oui. Quel est donc le trouble où je vous vois paraître ? Et que me veulent dire et ces soupirs poussés et ces sombres regards que sur moi vous lancez ? Que toutes les horreurs dont une âme est capable, à vos déloyautés n'ont rien de comparable.
que le sort, les démons et le ciel en courroux n'ont jamais rien produit de si méchant que vous. Voilà certainement des douceurs que j'admire. Oh, ne plaisantez point. Il n'est pas temps de rire. Rougissez bien plutôt, vous en avez raison. Et j'ai de sûrs témoins de votre trahison. Voilà ce que marquaient les troubles de mon âme. C'était Henri Virlogeux et Emmanuel Riva, lecture du Misanthrope de Molière évidemment. Il est l'heure de recevoir notre invité. Notre invité, ce mois-ci, est jeune, il est beau, il se cache derrière son stylo. Il nous offre sa plume nébuleuse à la recherche d'un paradis que l'on trouvera avec lui. Il coécrit une politique fiction qui n'est pas sans prétention. C'est mon invité, Kylian Salomon. Bonjour. Bonjour Kylian, ça fait plaisir de te voir. Ça me fait plaisir aussi. Autour de cette table. Alors, on va parler évidemment de cette prochaine publication, Les Sublimes. Tout à fait. De quoi parle ce bouquin ? Ça serait compliqué à expliquer, mais le mieux c'est que vous allez le lire, de toute façon. Il y a bien un sujet quand même. Un sujet, si c'est pour bondir sur le fait que l'art est un acte politique, on pourrait résumer la chose, enfin pas la résumer, mais donner une piste en disant que c'est une politique fiction. Oui. On retrouve des membres pour situer un petit peu l'action. Ça se passe au Crayon. C'est ça, à Paris, place de la Concorde. Paris, place de la Concorde en 2017, au mois de juin, après l'élection présidentielle. Tout à fait. Et après l'élection d'une certaine personne. Certaines personnes. Est-ce qu'on peut dire à la radio ? Ouais, allez, disons-le. La très chère, aimable Marine Le Pen, il me semble. Voilà. Donc c'est une réunion du siècle au Crayon après son élection. C'est ça. Et c'est deux personnages qui se retrouvent dans cette soirée. Tout à fait. Et qu'est-ce qui leur arrive ? Eh ben, l'idée c'était de faire un huis clos, donc évoluer autour de deux personnages qui faisaient découvrir cette même soirée au lecteur à travers deux monologues différents. Puis les deux personnages sont très différents l'un de l'autre et au fur et à mesure de la lecture, on pourrait croire qu'ils se ressemblent, mais le but c'était de les enfermer dans un endroit un peu méconnu, qui est le siècle, qui est souvent considéré comme la succursale de la franc-maçonnerie, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et donc là, ces deux personnages se retrouvent dans cette soirée, et on voit leur évolution au cours de la soirée, avec beaucoup de péripéties. Le but c'était de faire un roman assez court. Voilà, alors, ces personnages en une ou deux phrases, le premier, Dorian Solby, comment est-ce que tu le décrirais ? On va dire un romantique un peu blasé. Romantique blasé. Et le deuxième, Samuel Desmond. Moi, je dirais, il vous ressemble un peu, mais je dirais que un jeune coq. Un jeune coq. Alors, j'ai un très court extrait du bouquin. Je le lis, puis on en parle après. Mon œil, c'était une des parties préférées de mon corps. Je ne suis pas beau, mais mon œil, je l'aimais. Comme si mon cœur explosait, comme si on m'arrachait la tête. Je ne peux plus supporter la douleur et ferme les yeux. M'échappe, sans contrôle, au fond de la sombre nuit de mon corps. C'est beau quand même. C'est très beau. C'est poétique. C'est très beau. Donc là, c'est un extrait de... Samuel Desmond. C'est Samuel Desmond, d'accord. Alors, c'est une coécriture. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler ? La coécriture en soi, j'ai eu le plaisir de coécrire ce roman avec quelqu'un très, très présent ici. D'illustre. Moi-même. Tout à fait. Ça tombe bien d'ailleurs. Oui, en venant ici, je me demandais si vous allez être là. Voilà. Et comment ça s'est passé dans cette coécriture C'était pas une première, parce qu'on avait déjà travaillé ensemble sur un projet de scénario, mais là c'était une vraie concrétisation, non seulement parce que c'était un vrai projet d'écriture, donc qui est totalement différent du scénario, il fallait un vrai récit, des vrais personnages, un vrai rythme, et on voulait aussi faire ça assez vite en fait, parce qu'on a eu l'idée qui est venue... on n'avait pas trop de temps. On n'a pas trop de temps. Non, le but c'était de faire... tu me coupes si je me trompe. Vas-y. Du coup on se tutoie maintenant, parce que voilà, on a passé un peu le stade. Non, le but c'était de faire un roman comme Stéphane Hessel. Enfin, pas comme Stéphane Hessel, mais dans la même optique, même démarche, assez court, qu'on puisse lire en 1 heure, et une fois qu'on l'a posé, indignez-vous. Tout est dit. Ouais. Indignez-vous, voilà. Tout est dit, voilà. Que ce soit une petite bible, quoi. Exactement. Sans prétention, sans langue de bois. Emmanuel, tu avais une question pour Kylian ? J'ai l'impression d'entendre un petit cri utopiste, en quelque sorte. Est-ce que ce moment historique en 2017, est-ce que c'est pas ce qui pourrait se passer ? Est-ce que c'est pas une projection
je sais pas, le peuple se révolte et vote Marine Le Pen. D'ailleurs, j'ai cru quand vous avez commencé à décrire un petit peu la scène et le huis clos, qu'il y avait effectivement 2 personnages, Marine et Le Pen. Et je me suis dit finalement, est-ce qu'il n'y a plus que ce choix-là, et il n'y a plus que Marine et Le Pen. Voilà, c'était un petit peu. Est-ce que vous avez posé cette question-là? Est-ce que c'est pas finalement le seul choix qui va nous rester? Non, c'était pas exactement ça, mais je vous rejoins quand vous parlez de révolte, parce que c'est vrai, vous avez dit tout à l'heure que les artistes, enfin l'art, elle peut être quelque chose d'engagé. Dans ce cas-là, dans ce cas de cette écriture, c'était pas faire quelque chose d'engagé, mais de révolté. Voilà. C'est une nuance assez faible, mais c'était vraiment pas en soi l'aspect politique, et l'aspect de Marine, c'était plus un petit clin d'œil. Sans parler d'aspect politique, mais on aurait réellement une révolution douce et peu active du peuple, mais une révolution malgré tout. En espérant évidemment que cette œuvre ne soit pas une prophétie. Christina, tu as une petite question pour Kylian? Oui, bonjour Kylian. Bonjour Christina. Je me demandais comment a germé cette idée justement d'écrire un roman politique. D'où est venue cette inspiration? L'inspiration, elle est venue un peu par hasard. En fait. À vrai dire, l'idée est venue très vite. C'est l'idée du siècle en fait qui nous a plu au début. L'idée de trouver cette soirée un peu que personne connaissait, puis d'écrire cette soirée, puis après l'idée est venue comme ça en fait. Ouais. C'est rapidement. J'ai une musique à te faire écouter. Est-ce que tu la reconnais déjà? On entend les premières notes avec une intro. Ça pourrait peut-être illustrer les Sublimes d'ailleurs. Peut-être. Non, ce n'est pas Highlander. Mince, j'adore Christophe Lambert. C'est lui qui chante, non? J'ai peur de dire une connerie, du coup. Vas-y. Non, je sais pas. Ok, Sorry Boys, Phoenix. Ah, voilà. Ah bah oui. C'est pas mal. Bon, on écoute. Merci Kylian. Je vous en prie, merci à vous. Pour finir, un texte de notre invité, Kylian Salomon, à découvrir dans le nouveau numéro de Carnet d'art portant sur le temps. Sinon, je meurs. Cette note de piano qui revient, incessante, ce cri bref et aigu d'un manque qui me rappelle pourquoi je suis là, pourquoi je suis allongé dans l'ombre. Lights, d'archive, bourdonne dans mes écouteurs. Je n'écoute pas réellement, je perçois simplement la présence de la musique, une présence familière qui m'accompagne avant chaque spectacle. C'est un refrain rassurant, une berceuse magnétique qui m'apaise, hypnose mes sens, mes émotions et ma peur. Le rythme se noie dans le fond sonore. Presque imperceptible, il devient la litanie de mon inconscience qui atteint alors une perception nouvelle. Au-delà d'elle, au-delà des murs qui me séparent de la scène, j'entends les craquements du parquet qui ploie, qui gémit sous le pas lourd et anonyme du public entrant dans la salle. Je sens également les rainures de bois s'enfoncer dans mon dos, creuser ma chair devenue tendre et moite malgré le froid silencieux qui emplit difficilement l'immensité du salon. La lune se reflète dans les innombrables miroirs de la pyramide. Son spectre blanc vient mourir à quelques centimètres de mon bras. Je la sais là, imposante, figée dans son éternel sourire, glacée, pointant vers le ciel, son nez 1000 fois contemplé. Je la sais là, mais je ne la vois pas, tout comme je ne fais que deviner l'immense plafond qui me surplombe. C'est une voûte sombre qui se penche sur moi, prête à m'avaler. Je connais cet endroit par cœur, je connais cette musique par cœur, mais j'ignore encore ce que me réservent les prochaines heures. C'est une ignorance aveugle, douloureuse, qui semble frémir sur les toiles craquelées qui m'entourent. J'ignore également qui en sont les auteurs. Gauguin, Manet, Delacroix, Modigliani, d'innombrables noms de peintres illustres viennent se bousculer dans mon esprit si accrochant un temps avec férocité comme dans l'espoir de revendiquer une nouvelle fois la gloire qui leur est due, puis s'effaçant subitement devant l'opacité de mes pensées. Je n'ai jamais vraiment aimé la peinture. Je suis un homme de mouvement, de gestes et d'action. Je ne suis pas figé. Je ne suis pas ces couleurs muettes que le monde contemple avec cette stupéfaction béate et imbécile. Je suis une œuvre qui bat.
Je ne suis pas de ces peintres au visage terreux, je suis un comédien brillant. Je ne suis pas un homme de musée, je suis un enfant du théâtre. Et puis, contrairement à tous ces peintres dont les noms prisonniers de leurs plaques dorées s'oxydent doucement à mesure que le temps passe, je ne m'oxyde pas, je ne suis pas mort. Je suis ici, bien vivant, attendant de rentrer dans l'arène. Je suis un gladiateur des temps modernes, et bien sûr que le risque est grand, bien sûr que je pourrais y laisser la vie, puisque jouer n'est pas une réponse à quoi que ce soit, mais une question de vie ou de mort. Les raisons importent peu, même si cette pièce est née d'un autre, d'homme brillant qui, désormais, a lui aussi sa plaque dorée. Je ne m'en soucie pas. Je suis ici à cause d'un mort, mais qui ne l'est pas. Je suis allongé, je suis torse nu, un pantalon blanc comme unique costume. La clarté lunaire réfléchie par la pyramide rampe sur le sol. Elle avance doucement en direction de mon coude. Il sera bientôt l'heure. Sentir le temps qui passe aussi brièvement qu'une brise, mais sentir aussi son poids écrasant qui s'abat sur vous. C'est ce sentiment qui domine tous les autres. Écrasant est le bon mot, mais il n'est pas assez précis pour décrire l'étendue de cette attente. Les remous qui font en ce moment battre mon âme. Je joue à l'endroit même où il a grandi, où il a pris goût à l'art, au beau et au sublime, autrement dit à l'endroit où il est vraiment né. Je ne crois pas aux coïncidences, ni même au destin, seulement aux caprices du hasard et peut-être un peu à la chance, même si je la provoque davantage que je ne la subis. Cela fait 3 mois, jour pour jour, qu'il nous a quittés. Rien de prophétique là-dedans. Je joue ce soir en son honneur, au mien aussi, bien sûr. La seule chose qui me trouble le plus est ce lieu. Il semble vivre en moi, au travers moi, car ma dernière représentation dans cet endroit aussi atypique et improbable que ce musée remonte à une 10aine d'années, à l'époque où je suis devenu metteur en scène, comme lui. Comme lui, je joue pour m'amuser un peu, pour rappeler à ceux qui l'ignorent encore que je peux, moi aussi, si le cœur m'y prend, et c'est uniquement une question de cœur si je joue ce soir, monter sur scène et les éblouir de ma présence, sans doute pour me prouver que je vis, pour ne pas finir comme lui aussi en grand mentor et pleurer. Je voudrais être lui, mais différemment. Je suis déjà l'homme blessé, l'homme aimé, l'amant désiré, frustré aussi, l'artiste drogué, camé, infecté par l'amour de soi et des autres. Je suis le vent, le fantôme de ces allées, éternelle gardienne de la mémoire. Elles deviendront ce soir le théâtre du présent. Elles seront le caisson où résonnera mon avenir. Elles crieront ma révolte et celle de toute une génération. Elles raconteront une histoire, parce que ce genre d'histoire peut contenir le monde. Ça peut nous contenir, nous, et les problèmes qu'on a à affronter, et la façon dont on est au monde. Ce n'est pas de moi, c'est de lui. Si je sens le sol du Louvre vibrer, c'est aussi à cause de lui. Ils sont venus ce soir pour le voir au travers moi, pour voir si je peux supporter son héritage et faire tomber sur moi leur sentence. Ils sont tous là, à attendre, à quelques mètres de moi. Je les imagine se tasser les uns contre les autres, s'asseoir sur les bancs inconfortables. Oui, le théâtre occidental a sacrifié le sacré au confort. Pipo del Bono. Je les imagine, et cette pensée m'amuse. Je me moque de ce qu'ils pensent, de leur regard, de leur jugement. Catherine Tasca, Alain Crombec, Richard Peduzzi, ils sont tous là. Pauvre Richard, il doit se sentir mal à l'aise en voyant que j'ai abandonné l'idée des décors. Je suis sûr qu'en ce moment, il cherche avec détresse le moindre indice qui pourrait lui suggérer la présence, aussi infime soit-elle, d'une quelconque mise en scène. Cet indice, je lui ai donné. Un briquet en métal, solitaire, trône debout sur le sol, posé là, entre le sacre de Napoléon et le serment des Horaces. Je ne m'en servirai pas. Je m'amuse, je suis libre, je me sens fort, intouchable. Et pourtant, je n'ai jamais eu aussi peur. Le doute n'existe pas, c'est le manque qui me vrille l'estomac, drogué par ses œuvres, par ses visages et ses corps solitaires tordus de désir qu'il savait si génialement mettre en scène. Ma solitude propre aussi, qu'il a brisée, remodelée pour en faire quelque chose de beau. J'ai peur car je sens aujourd'hui ma solitude abandonnée, prise en étau entre ce qu'elle était et ce qu'elle deviendra après cette pièce, après ce soir, après cette nuit sombre et pleine qui fait vibrer à l'unisson mon âme, la sienne et celle du Louvre. La note de piano recommence.
C'est la 3e fois. Ils ont assez entendu, et moi aussi. Je regarde la fenêtre, suis du regard son ombre, blanchâtre, qui caresse le sol et qui vient mourir sur mon ventre. C'est ici que réside le mal. Je me lève, étire mes muscles raidis et jette un dernier regard à la pyramide. Elle brille chaque soir. Je la vois maintenant et comprends que c'est mon tour. Hommage à Patrice Chéreau. Je vous propose un rendez-vous avec vous-même d'abord. Vous pourrez vous faire aider par le nouveau numéro du magazine Carnet d'Art. Le temps pour vous de vous installer confortablement, d'écouter Velvet Underground, tout ça sans modération. Nous sommes là pour vous, nous sommes là ensemble et nous en sommes heureux. Un dernier message à faire passer avant de fermer les micros et de vous retrouver en janvier, ou sur les sites internet radiosemnos.fr ou carnetdart.com. Bien bonne semaine à vous, résistez et souriez.